toute façon, il faut surtout m'écouter parce que les slides ont été vite préparés. Bon, bienvenue à tous dans ce workshop technique 4SH numéro je ne sais plus combien, j'ai déjà oublié, quelqu'un qui m'aide. On est au numéro 6, 7, comme ça. Bon, je sais plus, peu importe. Le vote de la dernière fois m'avait demandé de parler de RESTful, bonne pratique. Comme j'ai eu énormément de temps pour préparer mon truc, j'ai repris des vieux slides. Donc j'ai repris des slides que j'avais fait il y a 4 ans, je crois, un truc comme ça, qui s'appelait Soyons RESTful avec REST, un truc comme ça. Donc là, j'ai juste. Et puis j'ai à peu près repris là-dessus, donc vous avez l'URL. Je vais prendre directement là-dessus, donc vous pourrez récupérer là-dessus. Présentation de moi, ce serait pour Internet, quoi, si jamais le live stream, il y a tous les fans et tout ça. Voilà, juste en 2 mots. Donc, développeur principal chez 4SH, responsable d'agence, technique, pas là impliqué dans la communauté, création de Bordeaux Jug, speaker assez fréquent. J'ai été prof intervenant extérieur à l'Institut Polytechnique de Bordeaux, je vais y arriver. Gagner le concours Custory saison 2, présenter ça à Divox. De l'open source aussi, avec création de Apache Ivy en 2004, de Voxerin en 2012, des petits projets, et puis RESTX en 2013. Voilà, et pas mal de développement web depuis longtemps. J'ai fait ça avec SPE aussi, FreeMarker, machin, des vieux trucs, des trucs plus récents, Angular, etc. Et pas mal de REST depuis 5, 6, 7 ans. Je fais du REST vraiment assez quotidiennement. Donc on va parler d'être RESTful. Donc avant de donner les bonnes pratiques, rappeler un peu qu'est-ce que c'est REST. Donc REST, en fait, c'est un terme qui a été donné par Roy Fielding dans sa thèse en 2000. Donc Roy Fielding, c'est un gars qui fait partie notamment de la fondation Apache. Il a fait sa thèse, s'il n'était pas tout jeune quand il a fait sa thèse, il avait déjà un petit peu de background derrière lui, notamment des contributions à la fondation Apache sur le serveur Apache en lui-même, plutôt les années 90. Il a fait sa thèse en 2000, et dans sa thèse, il a donc pour la première fois donné cette terminologie de REST, donc qui est le représentationnel state transfer. Donc c'est un style d'architecture pour le web. Dans sa thèse, vous avez le lien sur le truc, dans sa thèse, donc, il parle donc, de ce que c'est pour lui REST, en disant que principalement, si on résume vraiment REST à plus simple, ça va être un style d'architecture dans lequel on va travailler sur des éléments. Les éléments, c'est quoi? C'est des ressources, des identifiants de ressources et des représentations de nos ressources. Donc on va travailler sur nos éléments par l'intermédiaire de ces trucs-là. On va revenir dessus, c'est juste les grands concepts. Et que pour être RESTful, on va devoir respecter un certain nombre de contraintes. Donc une architecture client-serveur, paraître un peu arriéré comme truc, on ne parle pas de NTR et machin, c'est REST en tant que tel, c'est client-serveur. Stateless, une des contraintes importantes aussi, c'est d'être sans état. Cacheable, donc pouvoir fournir du cache. Interface uniforme, un système en couche et du code on demand, c'est optionnel. Donc ça, c'est dans la thèse de Roy Fielding de 2000. Il donne ces éléments-là, donc je vais revenir un peu plus là-dessus. Au-delà de la thèse de Fielding, qui est intéressante à lire, c'est pas un gros truc, un pavé énorme, ça se lit relativement bien. Donc c'est assez intéressant à regarder pour la culture, voir de ce qui était vraiment dans la définition initiale de sa thèse. Au-delà de ça, le bouquin que je recommande vraiment de lire quand on s'intéresse à faire des choses RESTful, c'est ce bouquin-là. Donc le bas est coupé, donc on va passer Sam Ruby, Leonard Richardson, sont deux à l'avoir écrit. Je ne sais plus de quand il date, moi je l'ai lu il y a 5 ans à peu près, il me semble. C'est vraiment, il se lit assez bien, c'est un peu raconté comme une histoire et tout. Très bon bouquin, on le trouve sur Amazon, sur Internet aussi. Vous pourrez récupérer le PDF. Voilà. Donc on va voir un peu les différents concepts qu'on a vus, les éléments. Là, on a que un des éléments de base qu'on va manipuler dans une architecture REST, ce sont des ressources. Donc c'est quoi une ressource?
Une ressource, c'est n'importe quelle information qui peut être nommée. Enfin, n'importe quelle information qui peut être nommée peut être une ressource. Tout à fait pareil. Donc, c'est un truc important, le fait de pouvoir être nommé. C'est un des concepts de base, et on réfléchira après, quand on va faire du reste, à ce principe de ressource. Donc, quelque chose qu'on va pouvoir nommer, ça peut être une ressource dans notre système. Donc, un exemple, une personne, Greg, Cyril, voilà, ça peut être une ressource. La liste des personnes qui habitent à Bordeaux, ça pourrait être une ressource. On nomme les 746 333 habitants de Bordeaux Métropole, par exemple, avec une ressource. Ou une ressource, ça peut être le temps qu'il fait aujourd'hui à La Rochelle. Ça peut être une ressource aussi, on peut le nommer, ça peut être une ressource. Sur ces ressources, avec l'architecture REST, on va les manipuler avec un identifiant de ressources. Donc, on a la notion d'URI, Uniform Resource Identifier, donc une façon d'identifier une ressource de façon uniforme dans un système. Ce dont on va souvent parler, parce qu'on fait du web, c'est d'URL, l'Uniform Resource Locator. Le Uniform Resource Locator, c'est un truc qui hérite de d'URI. Donc c'est un truc qui est moins large. Les URI englobent les URL. Donc une URL est une URI, mais une URI n'est pas forcément une URL. Dans le locator, on a cette notion de pouvoir localiser la ressource. Avec l'URL, on aura l'élément suffisant, normalement, pour pouvoir aller chercher une représentation de la ressource. On va revenir après aux représentations. On a quelque chose vraiment pour la localiser, alors que l'URI, ça l'identifie, mais on ne sait pas forcément quand l'obtenir. Un des cas typiques du RI, c'est un ISBN d'un livre, par exemple. On donne ISBN de point slash slash, et puis ISBN du livre. Ça, c'est une URI, parce que ça, de façon uniforme, ça identifie un livre. Par contre, ça ne suffit pas pour savoir où je vais chercher mon livre, je dois aller à la bibliothèque ou ailleurs, je ne sais pas. Alors qu'une URL, souvent, ce sera en protocole HTTP, et ça permet d'aller vraiment chercher ma représentation de ma ressource. Et donc, on va travailler avec des représentations de ces ressources, parce qu'on ne va pas pouvoir obtenir la ressource en tant que telle. Quand je veux avoir la ressource Cyril, je ne vais pas aller le chercher, je vais plutôt obtenir une représentation de Cyril avec son nom, son prénom, des choses comme ça. Donc on va avoir une certaine vue sur la ressource. Quand je dis je veux avoir la liste des gens qui vivent à Bordeaux Métropole, peut-être que j'aurai juste leur nom et leur prénom. Ou je peux avoir une ressource qui va donner dans ma représentation aussi leur adresse. Donner des informations comme leur âge, leur date de naissance. Tout ça, ça fait partie de la représentation. On va devoir déterminer qu'est-ce qu'on obtient vraiment comme représentation de la ressource au moment où on va dialoguer dans le système REST. Et donc, ces représentations, c'est ce qui va transférer, puisqu'on est sur un système qui est client-serveur, donc c'est ce qui va transférer entre le client et le serveur, on va faire transférer des représentations des ressources. Voilà, les trucs les plus classiques en RESTful, c'est des représentations JSON ou XML. C'est ce qu'il y a de plus classique, mais on est libre là-dessus quand on veut faire du RESTful, utiliser n'importe quel type de représentation. Un des points importants sur une architecture RESTful, des points importants dans la thèse, c'est l'interface uniforme. C'est vraiment un des éléments clés de l'approche RESTful, d'utiliser donc en général, donc on est sur du protocole HTTP et on va utiliser les verbes du protocole HTTP pour manipuler nos ressources. Donc ça va nous donner une façon de manipuler nos ressources qui est uniforme, quel que soit le système avec lequel j'interagis. Si il suit une approche RESTful, je vais pouvoir manipuler des ressources par l'intermédiaire de représentations avec des URL et je vais pouvoir faire ça en utilisant le protocole HTTP et des verbes classiques du protocole HTTP. Ça, c'est très important. Ça veut dire que, quel que soit le système qu'on va appréhender, on va trouver ce côté interface uniforme qui va permettre de l'appréhender beaucoup plus facilement. De découvrir tout. Donc là, je donne un peu quelques éléments sur ces verbes avec leurs propriétés. Les propriétés de ces verbes HTTP, c'est très important de les respecter, enfin, assez important de les respecter, parce que ça va permettre, justement, comme ces propriétés font partie de l'interface uniforme, quand on arrive sur un système, on s'attend à trouver ces propriétés sur les différents verbes qu'on utilise. Donc le premier, le plus connu, c'est le get, donc qui va permettre d'obtenir
une représentation de la ressource qu'on veut interroger. On va faire un get sur une certaine URL, et puis on va obtenir une représentation. Donc là, on a l'exemple, get, et puis on a le code. La réponse en HTTP 1.1, c'est les view slides. En HTTP 2, ça sera un peu différent, mais bon, avec quelques headers, et puis après, la représentation elle-même. Voilà, le get est nullipotent. Nullipotent, ça veut dire qu'il n'a pas d'impact, il ne fait pas changer l'état du système. C'est important de ne pas faire changer l'état sur le système. Je cite toujours l'exemple à une époque, des gens qui avaient, sur des sites web, implémenté des suppressions. J'avais un lien pour supprimer un élément, et puis je cliquais sur le lien, ça supprimait un élément, et pour suivre le lien, on faisait un get. Et le get, en fait, derrière, à l'implémentation, faisait des suppressions. Et puis du coup, il y avait des robots qui passaient dessus et qui suivaient les liens, et puis qui allaient appeler les get, et puis ça allait supprimer tout le site comme ça. Bon. Parce que le get n'était pas nullipotent, il y a certains robots, ou simplement au-delà des robots, il y avait des navigateurs qui essayaient de faire des get à l'avance, qui faisaient du prefetch sur les pages pour accélérer la navigation. Ça, c'était surtout à l'époque de Wanadu. Et puis des modems ADSL, pas ADSL justement, des modems 56K, machin. Donc là, pour essayer de gagner un peu de temps, il faisait du prefetch. Et là, pareil, si le get sur un prefetch, ça fait changer l'état du système, ça pose des problèmes. Ça a été plus ou moins abandonné, ces trucs-là, le prefetch, etc. Mais pour autant, c'est bien de rester nullipotent. Alors ce qu'on fait quand même, il y a souvent quand même un petit peu d'impact sur le système quand on fait un get, notamment des logs. C'est partie des choses qu'on autorise quand même quand on va faire un get. On peut quelque part modifier un peu le système en loguant le fait qu'on a fait un get, ou simplement avec des choses de statistiques d'appel, des choses comme ça. Le aide et nullipotent. Si, un truc important sur le côté nullipotent, au-delà du fait qu'il ne modifie pas le système, comme il ne le modifie pas, son état, on est assuré que si je fais 2 gets consécutifs, si l'état n'a pas été changé par ailleurs par d'autres appels, j'aurai la même chose. J'aurai le même résultat. Donc ça, c'est important aussi, à part dans les headers, puisque les headers, là, ils donnent la date, par exemple, donc ça peut changer. Mais dans le contenu, ici, j'aurai bien la même chose. Donc on ne met pas dans le contenu une date qui serait la date courante ou un truc comme ça. Si ce n'est si ce qu'on veut représentation, la ressource, c'est l'heure courante. À ce moment-là, à chaque fois qu'on va l'appeler, ce sera différent, mais parce que quelque part, l'état change à chaque fois. Un verbe qui est peu utilisé, mais qui ressemble en fait au get, c'est le head. Le head, en gros, ce qu'il dit, c'est fais comme le get, mais ne me renvoie pas le body. Donc renvoie pas le contenu, tu me renvoies que les headers. Donc là, je fais un head sur la même URL que tout à l'heure. Donc je vais comment HTTP. Et là, j'obtiens les headers, donc notamment avec le 200 OK, et puis les headers, etc. Donc ça peut permettre notamment d'interroger pour savoir si je veux juste savoir si quelque chose existe ou pas. Ça peut me permettre de savoir j'ai un 200 ou j'ai un 404. Supporter ça. Nullipotent également. Le options, le verbe options, il permet de demander des informations au sujet notamment des communications qui sont possibles sur la ressource. Donc ça, on l'utilise surtout quand on fait du CORS, du Cross-Origin Resource Sharing. En termes de protocole, on va pouvoir interroger par un options, savoir si on peut faire une méthode, si on est autorisé à faire une méthode depuis un client. Donc ça c'est utilisé. En CORS, en fait, il y a deux modes pour faire du CORS. Il y a le CORS qui fait un options auparavant et qui en fonction du options va faire la requête après. Et donc ça c'est sur les requêtes qui font des modifications. Et sur les requêtes autres que get et post, je crois. Sur le get et le post, il fait directement le access control. La partie access control, il l'a fait directement dans l'appel get ou post. Et en fonction de la réponse, et le serveur répond en tenant compte de ces headers-là. Ok, vous connaissez CORS, Cross-Origin Resource Sharing? Non, il y en a qui ne connaissent pas. C'est ce qui permet en fait d'attaquer. Donc c'est un truc un petit peu de sécurité, mais entre guillemets, parce que c'est purement dans le navigateur.
quand dans un navigateur, on a une page qui est servie depuis un certain domaine et qu'on veut accéder à des ressources qui viennent d'un autre domaine. C'est le cross-origine, c'est je veux obtenir des choses qui viennent d'un autre domaine, d'une autre origine. Et dans ce cas-là, le navigateur, c'est purement le navigateur, va, avant d'aller interroger l'autre origine, il va aller, soit, si on veut faire un put par exemple sur une ressource qui est sur une autre origine, il va commencer par faire options sur la même URL en disant je voudrais faire un put sur cette URL et moi je suis à telle origine. Donc la page qui a été servie. Et là le serveur va dire ah d'accord, je t'autorise toi qui la page qui a été servie sur foo.example, je l'autorise à faire du put, du post, du get et du options sur cette URL. Et à ce moment-là, le navigateur va pouvoir vraiment envoyer le put et faire le truc. Bien sûr, si on fait un curl, on peut faire à la main ce qu'on veut. Ça, c'est que des headers ici. Donc, l'origine, je pourrais dire je suis Tartampion. Personne ne peut vérifier ça. Donc, ce n'est pas vraiment une sécurité bout en bout que le serveur assure. C'est vraiment une convention entre le navigateur et le serveur. Donc, c'est la sécurité qui est plutôt côté navigateur. Vérifiée par le serveur à l'autre bout. Et du coup, ouais. Moi, j'ai jamais vu, pas tout vu, mais j'ai jamais vu qu'on déclarait dans notre implémentation le verbe option. Est-ce que oui. RESTX, par exemple? Ouais, donc ça, souvent, les implémentations REST vont fournir un certain support du option, enfin, directement de CORS. Et donc là, dans RESTX, par exemple, il y a un module qui permet de faire du CORS, de supporter du CORS, qu'on va configurer pour dire voilà ce qu'on autorise ou pas, ou on autorise étoile, etc. Et c'est lui qui, du coup, va gérer le options et répondre en fonction des autorisations qu'on a données ou pas. Et pareil, gérer les requêtes en get ou post qui auraient un header comme ça de access control pour le vérifier avant de donner l'accès. Ça peut aussi être filtré par des serveurs HTTP, ou des trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas que le serveur qui doit avoir le support, il y a toute la chaîne. Au milieu, il doit y avoir un reverse proxy à page, par exemple, qui fait ça. Enfin, il faut faire attention en fait que dans la chaîne, toute la chaîne soit compatible. Donc ça, c'était pour les requêtes qui font de la lecture, get, add et options. Là, on va voir un peu les requêtes qui permettent de faire de la modification d'état. Donc, on a le put. Le put qui va donc dire, tiens, cette ressource, je l'identifie avec telle URL, je voudrais qu'elle ait telle représentation. Je voudrais que son état, ce soit ça. Donc, je t'envoie une représentation de l'état que je voudrais que cette ressource ait. C'est ça le put. C'est vraiment de dire, voilà ce à quoi je voudrais que ça ressemble. Et normalement, dans la réponse, on obtient, soit on dit no content quand on ne peut pas renvoyer le truc, ou alors on renvoie la représentation actuelle de la ressource après modification, donc souvent c'est la même. Le put, il est idempotent. Très intéressant, l'idempotent, ça veut dire que, notamment si on veut avoir des politiques de retry, on peut faire du retry sur du put. On n'a pas de danger à faire deux puts successifs sur la même ressource, si ce n'est si entre les deux il était remodifié par autre chose. Mais on lui dit, je veux que tu ressemble à ça, et donc je peux lui dire une fois, je peux dire deux fois, à la fin, mon contrat c'est que il a, après l'appel, cette représentation-là, à cet état-là. Donc cette idempotence va permettre de, quand on est sur du réseau, de faire du retry sur le réseau, etc. Si on veut. Ensuite on a le delete. Delete, il dit, la ressource qui est identifiée par cette URL, je voudrais qu'elle n'existe plus. Je vais la supprimer. Après ça, je voudrais qu'elle n'existe plus. Donc sur le delete, un des trucs que je faisais souvent au début sur un delete, c'était que si la ressource n'existait pas, je faisais une 404 not found pour dire je ne l'ai pas trouvée, donc je ne peux pas la supprimer, elle n'existe déjà plus, 404. Il vaut beaucoup mieux faire un 204 systématiquement sur les deletes, parce que sinon on n'est pas idempotent en fait. Parce que si on envoie le delete plusieurs fois, la première fois il supprime, la deuxième fois il n'y a plus rien à supprimer. Et donc l'idempotence, ça va jusqu'à avoir le même résultat. Donc dans les deux cas, finalement, si on fait notre delete et qu'on le rappelle après, on obtient encore un 204. Il n'y a pas besoin de dire ça n'existait pas auparavant. Voilà, si on veut vraiment avoir l'idempotence sur le delete. Ça permet de sécuriser aussi un peu les choses pour ne pas te donner une indication
de présence. Alors, en général, Sauf que c'est déjà trop tard. Mais bon. si on a déjà un droit de delete, si on avait le droit de faire un delete sur un truc, on avait certainement le droit de faire un get ou un head dessus auparavant. Donc le côté sécurité pour pas savoir que ça existait, je pense que autant bon, sur du get ou du head, on va voir si c'est pertinent de laisser l'accès là-dessus. Là-dessus, bon, je pense que c'est vraiment plus pour ce côté se dire, parce qu'en fait, si on renvoie un 404 quand ça n'existe pas, ben, du coup, l'appelant, il va pouvoir regarder ce code et se dire, tiens, si il m'a renvoyé un 404, alors je fais un traitement particulier parce que je considère que ça n'existait pas. Or, comme on a l'idempotence et que du coup, quelque part, on pourrait mettre en place un mécanisme, même au niveau routing de HTTP, pour faire du retry, on se dit c'est idempotent, donc je peux faire du retry. Donc, si là, au niveau de mes couches d'appel, à un moment donné, le delete, il s'est perdu et machin, donc je le rappelle, je le fais, mais en fait, il s'était perdu, mais il était arrivé. C'est juste que j'avais pas eu mon retour. Donc, finalement, ça avait été supprimé, je le refais, hop, là, j'obtiens mon retour, qui cette fois sera une 404. Donc là, je vais avoir un code à l'autre bout qui va rentrer dans le if alors qu'il n'aurait pas dû, parce que finalement, c'est bien lui qui l'avait supprimé. Donc ça évite ce danger de la mauvaise interprétation d'un retour parce qu'on n'est plus idempotent. Si tu veux de la sécurité, tu prends un autorail. Ouais, c'est ça. Si c'est vraiment. Ensuite, on a le post. J'ai volontairement mis le post après le put et le delete, même si c'est souvent un des verbes les plus connus, parce qu'au départ de HTML, en fait, les navigateurs de base ne permettaient pas de faire autre chose que du get et du post. Le get est le verbe les plus utilisés du HTTP, alors que dès le départ, il y avait tous ces verbes en HTTP 1.0. Mais c'est plus côté HTML et navigateur qu'il n'y avait pas les autres verbes. Et du coup, get c'était les lectures, post c'était les modifications, et puis on faisait tout en post. Donc on évite ça, on évite de faire des posts de partout. Et le post, donc c'est on crée, il y a une notion vraiment de création de quelque chose avec un post. Donc, alors soit on crée vraiment une nouvelle ressource complètement, ou alors on enrichit une ressource existante. Donc le cas typique, c'est je veux créer une entreprise, par exemple, je fais un post sur Sage Companies, ça me donne, ça crée l'entreprise, et j'obtiens derrière. Donc là, le post, lui, n'est pas idempotent. Donc si je rappelle une deuxième fois le post, bah, probablement que je vais créer une deuxième fois la même entreprise. Et peut-être que la deuxième, si j'ai une unicité sur le nom, bah, j'aurai une erreur qui dira bah, le nom existe déjà, si je le reposte. Donc on n'est pas idempotent sur le post. Voilà. Là, il aurait été bien, ici, que dans la réponse, dans les headers, il y ait un header qui dise à quelle URL se trouve la ressource qu'on a créée. Puisque là, si je fais un get sur Sage Company, je ne vais pas obtenir que cette compagnie-là. Je vais obtenir d'autres. Voilà pour les verbes. Dans l'interface uniforme aussi, on a les status codes. Donc en HTTP, le protocole définit un certain nombre de status codes. Donc il y en a un certain nombre qui les bons me connaissent par cœur. Là, c'est vraiment les plus classiques. Ceux-là, donc on a les 200, dans les 200 et quelques, donc le OK, 201 j'ai créé quelque chose, j'ai accepté, mais je n'en dis pas plus. 204 no content, donc c'est bon, tout va bien, mais je ne te renvoie pas de contenu. Les 300, c'est des trucs pour dire va voir un peu ailleurs. Enfin, bien, mais va voir ailleurs. Va voir ailleurs de façon définitive, c'est plus trop la peine de venir chercher des informations sur cette URL-là. Elle est un peu dépréciée, plus la peine. Ou va voir ailleurs, va voir autre chose. Et aussi les choses pour dire là, c'est plus sur le cache. Ça n'a pas été modifié, donc c'est pas vraiment va voir ailleurs, c'est va voir chez toi en fait. Le not modified, c'est un peu. Ça n'a pas bougé, donc va voir chez toi dans ton cache. Les 400, c'est des erreurs du client. Donc là, le client ne doit pas reformuler sa requête de la même façon, sinon il est à peu près assuré, sauf s'il est à change, que ça ne passera pas. Et les 500, c'est des erreurs côté serveur, donc des erreurs qui ne sont pas attendues, donc peut-être que si c'est réparé côté serveur, ça remarchera. Voilà. Il y avait un tweet d'un gars là, qui résumait un peu ça avec les statuts de range de nutshell. Les 100 et quelques Holden, on attend, on les utilise rarement. Les 200 et quelques here you go, voilà. 300 va voir ailleurs, you fucked up et I fucked up.
C'est un bon résumé des ranges. Voilà donc pour la partie ressources uniforme interface. En interface uniforme, il y a aussi les headers qui font partie un peu de l'interface uniforme. Alors, on les utilise pas très souvent. Il y a certains qu'on utilise pas mal, notamment le content type, des choses comme ça. Mais en général, c'est géré par des couches qui vont gérer ça. Mais ça peut être utile. Il ne faut pas oublier qu'on a, en plus du contenu, on a des headers. Et dans les headers, on peut donner de l'information. Et ça fait partie de l'interface uniforme de REST. Une des propriétés importantes de REST, dans les différentes propriétés que j'ai énoncées, il y en a une à laquelle je tiens particulièrement, c'est le côté stateless d'une architecture REST. Donc là, on nous dit que la propriété stateless, la contrainte stateless qu'on a sur l'architecture REST, c'est de telle sorte que chaque requête du client vers le serveur doit contenir toutes les informations nécessaires pour comprendre la requête et ne peut pas tirer parti d'un contexte qui aurait été stocké sur le serveur. On parle bien d'un contexte et pas d'un état sur le serveur. Donc bien sûr qu'on va avoir un serveur logboo qui a de l'état, on va manipuler cet état avec ses ressources, etc. Mais on n'aura pas de contexte. Donc on ne peut pas avoir les mécanismes de session, notamment de session comme on en voyait souvent, surtout dans le web des années début 2000, la fin 90. Cas typique du panier, je remplis mon panier et puis au bout d'un moment, je dis, je soumets mon panier. J'avais ce panier un peu dans mon contexte, purement dans le contexte de mon truc et je ne renvoyais pas d'informations par rapport à ça, par rapport à ce panier. Puis je disais simplement, valide le panier. Aucun autre contexte, c'était juste valide le panier. En fait, il était dans la session, le panier, donc on validait ce panier qui était en session. Et ça veut dire quand on dit juste valide le panier, on ne sait pas quel panier, on n'a pas le contexte dans la requête. Et du coup, on a besoin d'avoir cet état côté serveur, de retrouver l'état qui fait partie du contexte qui est le panier courant. Et ça, cette propriété stateless, en fait, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va permettre d'obtenir une scalabilité très intéressante sur les architectures REST. C'est-à-dire que les serveurs de l'application, ils vont implémenter une API REST, on va pouvoir ajouter des nœuds facilement puisque chaque requête qui leur arrive, elle est indépendante. Il peut la gérer, cette requête-là, de façon complètement indépendante. Il n'a pas besoin de savoir si la requête précédente, elle avait été envoyée sur lui ou pas. Bon, ceux qui faisaient des sessions, il y a eu des développements sur les clusters, serveurs d'application qui font du session infinity, donc qui disent, une fois que j'ai commencé ma session quelque part, je la continue sur ce serveur-là. Mais après, du coup, on a des problèmes sur la haute disponibilité. Donc si on a un cluster avec 3 serveurs, s'il y a un serveur qui a ma session, si ce serveur-là, il tombe, j'ai plus ma session, donc j'ai perdu des infos. Moi, client, j'avais pas eu de problème, et puis d'un coup, ça marche plus. Donc j'ai perdu un état. Donc ça rend le truc, l'expérience utilisateur mauvaise. Donc là, les serveurs d'application, ils ont dit, il y a que cela ne tienne, on peut répliquer la session entre plusieurs serveurs du cluster. Donc on peut faire des trucs avec session Infinity plus session réplication. Voilà, donc vous avez des serveurs d'application qui sont de plus en plus compliqués pour répondre à un truc où, dès le départ, le design n'était pas tout à fait adéquat, parce qu'on faisait des trucs qui n'étaient pas stateless. Si on respecte bien cette propriété-là, le serveur d'application, son job, il est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de session Infinity, pas besoin de session réplication. On a en général un petit peu de partage de cache, des choses comme ça, mais ça reste raisonnable. Donc ça, c'est intéressant. Et puis ce côté aussi état qui passe entièrement sur le stateless, c'est ce qui permet de faire des mécanismes où on va pouvoir dire, tiens, je teste une requête en isolation du reste. Je ne suis pas obligé de faire un scénario, tout un scénario. Je peux tester unitairement une requête à la fois. Donc j'ai ma requête qui passe. Et ça permet aussi techniquement de pouvoir avoir une indépendance, de redémarrer son serveur, alors que le client il a fait des requêtes. Je redémarre un serveur, je repars, ça continue. En développement, ça c'est extrêmement pratique, parce qu'on l'utilise tout le temps, et notamment tout ce qui est hot reload sur les serveurs. Ça s'appuie là-dessus, sur le fait qu'on peut jeter complètement le serveur et le redémarrer, et recompiler les classes, refaire des choses complètement, on peut tout jeter, reprendre un truc parce qu'on n'a pas d'état, donc on repart de là. Donc ça c'est vraiment une propriété très, très intéressante. Bon, ça c'était un peu les rappels. Je voulais après rentrer un petit peu dans quelques éléments sur le design de ressources. Donc là, je rentre dans les slides que j'ai fait à l'arrache. J'ai repris simplement
quelques éléments du bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y a tout un chapitre vraiment dédié à faire le design d'un système avec une architecture REST, enfin de la partie vraiment API REST. Si vous devez lire qu'un truc dans ce bouquin-là, je pense que c'est ce chapitre-là, qui parle vraiment de comment on fait le design des ressources. En fait, l'approche sur un système REST, ce qu'il dit, c'est que quand on aborde un système, on sait qu'on a un certain paradigme pour modéliser notre système. Et donc notamment, il y a la vague de l'orienté objet, qui dit on va designer le système en pensant objet, on va créer des classes et tout ça. Voilà. L'approche des gens qui ont écrit ce bouquin, c'est dire qu'une approche REST, au départ, en termes de design, c'est comme si on était extrêmement orienté objet, mais orienté objet pas dans le sens programmation du terme, mais vraiment dans le sens des objets, de ce qu'on va manipuler dans la vie courante. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on va faire sur une approche REST, c'est qu'on va oublier, pour utiliser l'interface uniforme, donc les seuls verbes qu'on aura à notre disposition, c'est get, add, put, post, delete, option, trace, connect, bon, on n'en parle pas trop. On aura seulement ces verbes-là. Donc ça veut dire que dans le design de ce qu'on va faire, on ne va pas pouvoir, dans le design, introduire des verbes. On n'a pas les seuls verbes qu'on peut utiliser, c'est ceux du paradigme. Et donc tout ce qu'on va faire, c'est manipuler des objets. Et ces objets vont devoir représenter un petit peu toutes les manipulations qu'on va pouvoir faire sur le système. Donc c'est l'approche qu'il faut se dire, quand on réfléchit au design de l'API REST, se dire je suis en train de réfléchir à un design sur lequel je vais essayer de tout modéliser sous forme d'objets, de choses, on pourrait dire, sur lesquels je ne pourrais ensuite interagir qu'avec des verbes simples. Donc ça, c'est l'approche. Donc on oublie les notions d'action. On aura des actions, mais elles sont primaires, celles de l'interface uniforme, et tout ce que je vais manipuler, c'est un objet. Donc des cas d'exemple là-dessus, quand on va commencer à réfléchir au design de ressources, souvent on est confronté comme ça à des verbes, parce que dans la vie courante, on a des verbes. Donc là, c'est un cas typique, un workflow de publication de contenu, dans lequel on nous dit qu'on a un writer qui écrit des contenus, et puis quand il a écrit son contenu, il veut le soumettre pour publication, et puis pour approbation à la publication, et puis on a un publisher qui, lui, son rôle, c'est de relire ce qui a été soumis, et puis d'approuver ou non les brouillons soumis par les gens. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme design de ressources pour modéliser ce truc-là. Donc là, on va réfléchir d'abord, c'est quoi les objets, les choses qu'on va manipuler, les choses qui sont nommées, qu'est-ce qu'on peut nommer dans ce système à notre disposition, les choses les plus évidentes, de base. On a quelques mots de toute façon qui ressortent là-dessus, déjà dans le titre, ici, qu'on retrouve là, notion de contenu. Donc un contenu, ça semble être un truc qui est dans le domaine de ce dont on parle. On a un contenu, et puis on a quelqu'un qui est un écrivain, et puis on a quelqu'un qui est un publisher. Ça, c'est déjà les éléments de base, c'est ce qu'on verrait de façon assez basique, quelle que soit un peu l'approche. On va voir le côté, le dataset un peu sur lequel on travaille. Ça va être ces choses-là. Mais après, on se dit, tiens, maintenant, on va vouloir avoir mon interface, donc je veux que le writer puisse écrire du contenu. Donc il va pouvoir créer un contenu. Donc là, on imagine quelque part qu'on va pouvoir faire, on va créer, donc là, le verbe qui est associé tout de suite, c'est un post. Et donc on va avoir besoin d'une ressource qui permet de créer des contenus, donc par exemple, une ressource qui soit /contents. Et je vais pouvoir créer mon contenu. Jusque-là, ça va. Créer son contenu, il s'authentifie quelque part. On a quand même des mécanismes d'authentification. Donc le writer va pouvoir dire, s'il est authentifié, moi en tant que tel writer, je crée tel contenu. Ou alors on dit que c'est un système qui n'est pas authentifié, et dans le contenu, on met l'auteur, par exemple. L'auteur, une référence à quelque chose qui est le writer. Et puis après, on veut soumettre en draft pour l'approbation. Donc là, il y a la notion je submit
mon truc. Donc là, on a un verbe. Et donc là, à ce moment-là, l'approche qu'on voit souvent, c'est on va se dire, tiens, mon contenu qui est écrit maintenant, une fois qu'il est créé, je sais qu'il est sur le slash contents slash 1. Je peux obtenir sa représentation sur slash contents slash 1, j'ai mon truc. Puis un truc qu'on va voir souvent dans des designs comme ça, c'est tiens, j'ai besoin de faire une soumission, donc je vais me dire, tiens, ouais, je vais faire slash content slash 1 slash submit, et puis je vais faire un post là-dessus. C'est un truc qu'on retrouve assez souvent. Ça, c'est pas RESTful. On a un verbe dans le nom. Ça y est, on n'est plus en train de parler de quelque chose. Mon URL ne désigne pas quelque chose. Ça désigne vraiment, j'ai une action dans mon truc. Donc, je ne suis pas en train de désigner un objet de mon système. Donc là, je sens que je ne suis plus dans mon approche, dans mon interface uniforme. Là-dessus, donc, il faudrait trouver une autre façon de faire. Donc, comment on va pouvoir traiter ce truc-là, de dire je veux le soumettre à l'approbation. Soit on se dit que finalement, c'est le soumettre à l'approbation, c'est changer simplement un statut sur le contenu. Donc on pourrait se dire, j'ai ma représentation actuellement de mon contenu, quand je l'ai créé, il m'a dit status draft, et puis après, je fais un put sur mon truc de ma représentation, et là je mets status submitted. Ça pourrait être un truc comme ça qui dit, ça c'est je veux que maintenant son statut soit submitted. Là, l'inconvénient un peu de cette approche-là, c'est que comme on fait un put sur le contenu global, finalement, on va dire à la fois je veux le soumettre, en même temps je dois rappeler mon contenu. Parce que c'est ma représentation de mon truc un peu global sur mon URI content/1, j'avais ma représentation de mon contenu. Et donc là, si je put le truc en entier, je dois rappeler son contenu à ce moment-là, alors que tout ce que je voulais faire, c'est de le soumettre. Donc c'est peut-être un peu dommage. Après, je pourrais me dire, bah, tiens, finalement, le statut de mon contenu, est-ce qu'il est actuellement draft ou submitted, bah, ça, ce contenu, c'est peut-être, je peux le nommer, le contenu de mon contenu numéro 1. Je peux le nommer, donc ça peut être une ressource. Donc je pourrais dire, parmi mes ressources, parmi les choses que je manipule, bah, dans les choses que je manipule, il y a le statut de mon contenu. Et donc là, je vais dire, bah, ce que je nomme à ce moment-là, c'est par exemple le nommage slash contents slash 1 slash status. Ça, c'est l'URL qui va désigner le statut de mon contenu numéro 1. Et là-dessus, sur ce statut, je peux faire un get et j'ai son statut courant, juste son statut, et je peux faire un put pour lui dire je veux que tu passes dans ce statut. Là, ça m'évite de repasser tout l'état de mon truc. Je désigne par une URI ce truc-là. Donc ça pourrait être un truc comme ça. Je pourrais me dire après, ah mais c'est un peu dommage parce que j'ai que le statut courant, finalement on parle de workflow. J'ai envie, sur du workflow, d'avoir un historique des statuts. C'est peut-être plus intéressant de me dire, là je veux faire un historique de statuts. Et puis quelque part, quand je veux passer à soumis, bah, moi je voudrais une règle qui dit que s'il était déjà soumis, je veux dire, non attention, ça avait déjà été soumis. On peut avoir la règle de se dire, on a du workflow, je circule de mon workflow, ben, je peux aller de draft à submitted, mais je ne peux pas aller de submitted à submitted. Donc je ne voudrais pas accepter qu'on fasse un put de submitted si je suis déjà en submitted. Mais à ce moment-là, c'est plus idempotent mon put. Si je donne cette règle-là, je ne peux pas l'implémenter avec un put idempotent. Donc du coup, on pourrait se dire, ben, finalement, j'aurais peut-être plutôt une ressource qui désigne l'historique des statuts de mon contenu. Donc ça serait un content/1/status6. Et puis là-dessus, je vais faire un post pour dire voilà le nouveau statut que je voudrais mettre dans cet historique. Donc le statut vers lequel aller. On a bien un truc qui s'enrichit, on a un historique en face. Et je vais voir que je suis plus idempotent, ok, je respecte le post, ça fait bien ça. Et derrière, au passage, j'ai créé des ressources par rapport à ça, sur lesquelles je peux me dire tiens, je voudrais l'historique de mes statuts de mon content/1/status6, je fais un get dessus, je peux. Quand je fais un post, il crée un nouveau statut, il peut donner avoir après des détails de mes statuts de chacun des trucs. Donc là, je suis en train de construire petit à petit un système dans lequel je nomme les choses et on voit en fait l'avantage de ne pas avoir fait juste un post sur Submit, c'est qu'en fait je me pose des questions de représentation de ce que je peux avoir et petit à petit je peux construire des choses qui sont beaucoup plus structurées et qui me donnent derrière de l'accès aussi sur du get en information sur ce que je crée et les choses que je modifie dans mon système. Voilà. Bon, après le reste du workflow c'est le design.
Donc pour avoir ce truc-là, il y a écrit en tout petit une procédure qui est suggérée dans le bouquin. Là. Donc c'est le chapitre que je vous recommande de lire. Cette procédure, elle se passe donc en plusieurs étapes. Je ne sais pas si on arrive trop à lire, mais vous pouvez revenir un peu dessus. La fin, on verra si on peut y aller. Mais bon. La première chose, c'est figure out the dataset, donc c'est s'interroger sur les données qu'on va manipuler dans le système. C'est ce que j'ai fait, ce qu'on va faire ensemble, à peu près. En premier, le contenu, le writer, le publisher, c'est parler des données. Donc ça, c'est voir un peu les données sur lesquelles je vais travailler. Ensuite, on va répartir ça dans des ressources, puis sur ces ressources, nommer les ressources avec des URI, exposer pour ces URI un sous-ensemble de l'interface uniforme, faire le design de mes représentations acceptées depuis le client, le design de représentation servi au client, intégrer ces ressources entre elles, considérer qu'est-ce qui se passe sur les différents événements typiques qui peuvent arriver, et considérer qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut se passer mal, et comment je gère ce qui se passe mal. Donc ça, c'est vraiment une procédure, donc on peut appliquer ça, c'est se dire, tiens, je rentre dans mon design, je me pose cette série de questions et je l'approche de cette façon-là. Et cette approche-là, elle est assez intéressante pour petit à petit se poser les bonnes questions au bon moment. Donc là, en déroulant un peu ce truc-là, donc dataset, donc on va parler, c'est vraiment le côté quelles sont les données manipulées dans mon application. Là, il n'y a pas vraiment de recette, il faut analyser, rentrer dans le système, etc. L'exemple qui est donné dans le bouquin, c'est pour un système qui permet de gérer des cartes, de la cartographie, mais il part sur un truc de cartographie avec les projections toutes les projections qu'on peut imaginer, un système un peu infini, tout ça. C'est assez intéressant de voir comment ils abordent ce côté, qu'est-ce qu'on peut avoir comme données dans le truc. Donc ça, c'est propre au métier, il n'y a pas vraiment de recette là-dessus qui soit spécialement RESTful. Tout système, on l'aborde à un moment donné sous l'approche donnée. Après, on va diviser ça sous forme de ressources. Et là, il y a une approche qui est assez intéressante. Il y a 3 niveaux, copier-coller vite fait. Il y a un premier niveau d'interrogation, c'est quelles sont les ressources prédéfinies que je veux dans mon système, qui sont un peu les points de départ de mon système. Donc se dire, par exemple, je suis sur ma gestion de contenu, j'ai une ressource qui est de base qui va me dire, je veux obtenir la liste des contenus. /content, c'est un peu prédéfini, c'est vraiment un truc de base duquel ensuite je vais naviguer. Donc on a toujours besoin pour rentrer dans un système d'un petit peu d'éléments, de points d'entrée. C'est vraiment les points d'entrée, se dire, tiens, c'est quoi les points d'entrée de mon système là-dessus. Ensuite, réfléchir à des ressources pour chaque objet qui sont exposés au travers de mon service. Donc là, c'est par rapport au dataset. Donc le premier niveau était déjà par rapport au dataset, mais c'est vraiment les points d'entrée. Et après, c'est réfléchir aux ressources l'ensemble qui permet d'exposer mon dataset, les différentes ressources de mon dataset. Et ensuite, réfléchir à des ressources qui représentent des résultats d'algorithmes appliqués sur mon dataset. Les résultats d'algorithmes, on peut penser à des trucs hyper savants et machin, se dire, bon, on n'a pas souvent des trucs savants. Mais en fait, le résultat d'un algorithme simple, c'est faire une recherche. Je fais une recherche, je veux obtenir les contenus entre telle date et telle date. Ça, c'est un résultat d'algorithme sur un dataset. Donc, ça fait partie des ressources de ce type. On va réfléchir en fait en segmentant un peu sa pensée sur ces différents trucs-là pour essayer de couvrir le dataset avec des ressources. Donc là, on a pu dire à ce moment-là, je veux avoir ma liste la liste complète de tous les contenus, ce serait une ressource, je ne sais pas si elle est intéressante ou pas. Voilà, je veux des ressources pour pouvoir représenter mes contenus, je veux des ressources pour pouvoir représenter un certain contenu, je veux une ressource pour pouvoir représenter la liste des contenus soumis par un écrivain, des choses comme ça. Ensuite, une fois qu'on a ce résultat-là, on va passer au nommage. Donc là, on a défini les choses et on les a nommées simplement en français dans le texte, enfin de façon métier. On a nommé nos ressources de façon métier. Et ensuite, là, on va passer à du nommage avec des URL. C'est après avoir fait ce travail-là qu'on va réfléchir aux URL qu'on veut appliquer sur nos ressources. C'est intéressant dans la procédure, quand on aborde un système un peu complexe,
et si on veut vraiment faire du design dessus, d'architecture, de faire ça par étapes et de ne pas tout de suite réfléchir à mon nommage là, d'URL, alors que je n'ai pas encore réfléchi à l'ensemble de mes ressources. Parce que ça va m'aider, le fait d'avoir une vision relativement complète de mon système, de pouvoir faire un nommage qui soit cohérent, globalement. Donc c'est ça dans l'approche qui peut être assez intéressant de voir ce côté nommage, après avoir vu déjà voilà, les ressources manipulées dans le système. Bon, après, on sait bien que des systèmes complexes, on aura du mal à les apprendre globalement, entièrement, d'un coup. On va pouvoir faire un peu par itération. Et ensuite, il y a un peu des règles de bonnes pratiques, pareil, c'est tiré du bouquin, sur le nommage de nos ressources. Donc dans le nommage, on va dire, c'est d'utiliser les variables de chemin, notamment pour représenter des hiérarchies. Donc des choses, on a bien quelque chose qui appartient, qui est à l'intérieur d'une autre. Donc je donnais tout à l'heure l'exemple de la ressource qui représente le statut d'un contenu. Donc si on a /contents /1 /status, si c'est le courant pour représenter juste un statut, puis c'était sur /status6 /3, bon, on a bien, ça représente le statut numéro 3 du contenu numéro 1. En fait, on a bien cette hiérarchie, puisque le statut numéro 3 est à l'intérieur du contenu numéro 1, et le statut numéro 3 fait partie des statuts du contenu numéro 1, et le contenu numéro 1 fait partie de l'ensemble des contenus. On a bien /contents /1 /status6 /3. On a un truc qui a bien ce côté hiérarchie. Quand il n'y a pas vraiment de hiérarchie, la recommandation, c'est d'utiliser des variables qui n'impliquent pas de hiérarchie, qu'on va séparer par un autre séparateur, comme un point-virgule, par exemple, dans le chemin. C'est une recommandation, c'est pas toujours évident à mettre en place. Derrière, techniquement, il peut y avoir des implications qu'on fait, qu'on voit un peu là-dessus, mais ça peut être intéressant en fonction de... Si vraiment on se pose des questions et qu'on pense que c'est important, de se dire, là, j'ai pas de relation de hiérarchie entre mes éléments. Du coup, je vais vouloir les positionner, les séparer par autre chose qu'un slash. Et l'autre recommandation, c'est d'utiliser des variables de query, des query paraméters, pour représenter des entrées sur un algorithme. Donc le cas typique, c'est des recherches, là, dont on parlait, c'est un filtrage sur des trucs. Donc ça, les query paraméters, ça marche très bien pour des recherches. Parce qu'on ne désigne pas finalement la ressource, en fait, c'est, je désigne ma ressource. Alors là, moi, je trouve que le truc n'est pas forcément très bien nommé, ici. Le /search. /search, je trouve que ça ne fait pas vraiment, ça fait verbe, search, et ça ne fait pas vraiment un nom. Donc, on imaginerait plutôt là-dessus, /contents, machin, ou un truc comme ça. Donc ça, j'ai copié-collé. C'est pas moi. C'est pas moi. Voilà, mais bon, c'était plus pour illustrer ce côté-là, donc avec des query paraméters, donc plus pour passer des entrées sur un algorithme. Voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir une vision comme ça, parce qu'on se pose souvent la question entre des pass paraméters, des query paraméters, choses comme ça. C'est intéressant d'avoir un élément de réponse au moins, en se disant, tiens, est-ce que c'est de la hiérarchie, vraiment quelque chose qui identifie ma ressource? Donc, si je l'ai nommé auparavant, je sais que j'ai une ressource qui est ça, que j'ai quelque chose pour le représenter, ou est-ce que c'est plutôt un résultat d'algorithme, c'est plutôt une entrée sur le résultat. Voilà. C'était ça pour la procédure, ouais, c'est ça, il est 18h54, c'est pas mal. Donc j'ai passé un peu en revue ce côté procédure. Cette procédure, là je ne l'ai pas déroulée, enfin si, je vais revenir quand même parce que je n'étais pas allé au bout. Je me suis arrêté là. Donc après, elle continue, juste en quelques minutes dans ce qui reste. Donc là, on va déterminer quels sont les verbes qu'on va pouvoir exposer sur le truc. La représentation, alors acceptée par le client, servie au client. Donc là, en RESTful, il y en a qui disent il faut absolument, il y a une notion de content negotiation, donc où le client peut dire ben moi je voudrais dialoguer avec toi en XML, donc il va me répondre en XML, et puis l'autre client qui dit moi je voudrais parler en JSON, et puis il parle en JSON, machin. Bon, c'est beaucoup de boulot pour des trucs. Si on fait vraiment un design d'API REST qu'on veut exposer au monde entier, machin, ça peut être intéressant de se dire on supporte différents trucs. C'est quand même des choses plus compliquées.
Donc le design, déjà, si on a une représentation à chaque fois, c'est pas mal. Et surtout de la symétrie, on parle de design dans les deux sens. C'est intéressant parce qu'il y a quand même des choses qui vont différer dans un sens et dans l'autre. Mais il faut penser quand même être assez symétrique dans nos représentations. Ça, c'est un truc qui est assez intéressant, qui est très RESTful, qu'on utilise rarement. C'est d'intégrer les ressources avec d'autres ressources en utilisant des liens hypermédiaires. Donc ça, c'est vraiment le côté, dans une ressource, je vais en plus donner à l'intérieur des URL ou des URI vers d'autres ressources de mon système. Et là, je vais pouvoir naviguer, et sans connaître à l'avance ma façon d'interroger mon système, c'est là-dessus que les premières ressources qui sont mes points d'entrée, normalement sur un système très RESTful qui va jusque là au niveau navigabilité et liens. Donc c'est l'approche A2AS notamment qui a cette approche-là, qui dit on rentre dans le système juste avec ses points d'entrée, et puis à partir de ces points d'entrée, on va naviguer vers les autres éléments, parce qu'à chaque fois, on aura les URL. Bon, ça veut dire que derrière, le code du client, en fait, il ne peut pas à l'avance connaître les URL sur lesquelles il va. Et donc, il ne peut pas dire je veux récupérer le contenu numéro 1 en faisant /content/1. Il faut d'abord qu'il aille chercher les contents, qui va dire là, il y a un contenu, et le contenu, son URL, c'est /content/1. Donc, on ne peut plus trop coder un client comme on le fait. Aujourd'hui, ça fait plein d'interrogations tout le temps, et il y a un côté vraiment navigation qui, du coup, amène beaucoup à de l'état. Donc, on a du mal à avoir des marques sur les choses, etc. Donc, là-dessus, mais ceci dit, avoir des liens entre nos ressources, ça peut être intéressant. Design, qu'est-ce qui peut bien se passer, qu'est-ce qui peut mal se passer, penser au code d'erreur, etc. Quand on fait de l'architecture, ça peut être recommandé. Voilà. De façon générale, c'est plus pour Internet. En termes d'implémentation, je recommande vivement d'utiliser RESTX. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous. Pas tout le monde. Oh là là, qu'est-ce que c'est populaire. Voilà. Donc, tout n'est pas. Il y a pas mal de paradigmes de REST qui sont bien implémentés dans RESTX. Il y en a certains autres qui ne sont pas forcément hyper bien. Donc, il y a un peu des débats là-dessus, notamment sur le support de certains codes de retour, etc. C'est pas si simple de changer les codes de retour sur les endpoints et des choses comme ça. Donc, voilà. Mais globalement, il y a quand même une chose qui favorise une approche REST. Voilà, merci à vous. Et si vous avez des questions.